les amis, bonjour ceux qui nous font l'amitié de regarder ce que nous produisons. Alors, une petite introduction pour parler du sujet qui va nous occuper aujourd'hui dans ce numéro 5, c'est-à-dire le conflit du Moyen-Orient. C'était impossible de ne pas en parler. Alors, dans la vidéo militaire avec l'ami Hervé Carès, qui sera publiée peut-être samedi ou dimanche, hein, nous verrons, nous allons parler de la dimension militaire du conflit. Là, je souhaitais revenir sur la dimension essentiellement politique de ce qui se passe au Moyen-Orient, en essayant de s'abstraire des affects, de la passion, de l'émotion, dont je suis personnellement également victime. Je pense que c'est difficile de ne pas être touché par tout ce qui se passe et de ne pas être troublé par la façon dont la France se positionne, dont tout l'appareil médiatique a pris le parti sur des bases extrêmes, excessives, le parti de l'État d'Israël, comme par exemple, je vais donner juste cette petite anecdote, nous avons, après que Madame Fourest ait dit que tuer des enfants dès lors que c'était involontaire dans les bombardements de Gaza où 6000 bombes ont été déversées, que c'était pas du tout la même chose que de les tuer délibérément, ben voyons. Mais le pire, c'est Monsieur Enthoven, quoi. L'ahurie de service qui vient dire on ne peut pas finalement comparer le Hamas et les crimes qu'il commet et ce que fait une armée régulière. C'est-à-dire que le fait que Tsahal, ou qu'on appelle l'IDF aujourd'hui, soit une armée régulière, ben, l'exonère de tous les crimes de guerre qu'elle pourrait commettre. Donc on va lui répondre à ce charmant personnage que, effectivement, dans ce cas-là, il fallait pas faire le procès de Nuremberg. Parce que la Wehrmacht, qui a massacré massivement les soviétiques, les SS qui ont organisé l'extermination et les Einsatzgruppen qui ont fait la Shoah par balle, étaient des unités appartenant à une armée régulière. Hein, donc Keitel et Jodl, il n'aurait pas fallu les pendre, puisque une armée régulière, elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Bien, donc bon, je relève cette imbécilité parce que elle m'a tellement choqué. Bon, voilà. Pour pouvoir aborder politiquement ce problème, j'ai souhaité et j'ai demandé à mon ami Georges Kuzmanovic, qui dirige un mouvement politique, qui a donc des approches directement politiques, et c'est très bien, de venir débattre, parce que c'est un débat. C'est un ami, donc je sais que nous avons des désaccords sur cette question, que personnellement, moi j'essaie d'avoir l'avis de l'observateur, de m'abstraire, je l'ai dit, des dimensions émotionnelles et affectives, et de tenter d'imaginer ce qui va se passer, non pas en fonction de ce que je souhaite, mais en fonction de ce que je prévois, ce que je suppose. Sachant que Georges, lui, il va avoir cette approche politique, donc il va s'exprimer au nom d'une organisation et il va essayer de baliser un certain nombre de pistes, il va produire des analyses qui permettent d'avancer et qui permettent, en répondant à l'impératif posé par Richelieu, la politique, c'est l'art de rendre possible ce qui est nécessaire, ce qui n'est pas tout à fait mon approche. Aujourd'hui, je souhaite la paix, bien évidemment. Personne ne peut souhaiter que ce massacre continue, mais j'essaie de l'aborder de façon objective et vous le verrez dans le cours de notre discussion, je suis assez pessimiste. Vous allez avoir, j'ai tenu à le faire, un petit générique pour, alors pas rendre hommage, mais en mémoire des enfants de Gaza qui subissent une nouvelle fois, mais une tragédie absolument épouvantable. J'évite de trop aller sur les vidéos, de trop aller sur Telegram parce que ça arrache le cœur, ce qu'on peut voir. Et malheureusement pour les Israéliens, je l'ai dit dans un article, je l'ai dit sur les réseaux, je pense que ce qu'ils sont en train de faire est impardonnable, non pas que je porte un jugement moral, ils font la guerre comme ils l'entendent, mais c'est impardonnable parce que ça ne pourra pas être pardonné.
c'est-à-dire que le monde entier voit ce qui est en train de se passer. Ils sont de plus en plus isolés, alors dans une espèce de dérive messianique, je ne sais pas jusqu'où ça va aller, je ne sais pas ce que cela pourra donner. Même les États-Unis commencent à être effectivement un peu gênés. Hein, on entend de plus en plus des parlementaires américains s'exprimer de façon beaucoup plus nette que c'était le cas jusqu'à présent. Donc voilà, c'est cette approche qui est la mienne et qui m'amène à être pessimiste sur la possibilité de trouver une sortie et qui m'amène également à penser que le pari de Theodor Herzl, aussi extraordinaire soit-il initialement, aussi important fut-il par rapport au premier responsable, c'est-à-dire l'Occident, qui a fait subir dans l'histoire à de nombreuses reprises, et le pire, avec la Shoah, c'est l'antisémitisme occidental, européen, éliminateur, qui a été à l'origine de ce besoin de sécurité et de cette aspiration d'avoir un pays, un État-nation territorial à eux, de la part des Juifs. Eh bien, malheureusement, je crains que, compte tenu de la façon dont ça s'est passé, compte tenu de la façon dont ça se passe, je crains que, malheureusement, ce pari soit perdu. C'est pas l'avis de Georges, eh ben, écoutez, tant mieux. Hein, j'espère que c'est lui qui a raison. Voilà, donc petit générique à propos des enfants de Gaza, et puis notre débat, et je vous souhaite une bonne vidéo, et je vous dis à ce week-end pour l'aspect militaire des choses. Alors, bien évidemment, Moyen-Orient, mais il y aura aussi l'Ukraine parce qu'il s'y passe des choses. Voilà, merci de votre attention. Bonjour Georges Kuzmanovic. Bonjour à tous, ceux qui nous regardent, ceux qui nous font l'amitié de nous être fidèles. Alors, comme d'habitude, on commence en disant n'hésitez pas, mettez des pouces, poussez-nous, expliquez à l'algorithme qu'on est les meilleurs et qu'il faut, par conséquent, nous promotionner. Alors d'abord, bonjour Régis de Castelnau, merci pour l'invitation pour cette émission. Alors, je m'apprêtais, avant de te passer la parole, à te présenter rapidement et à présenter l'objectif de l'émission. C'est notre série Un monde qui change. En ce moment, le monde est particulièrement agité. Et après la guerre en Ukraine, on a la guerre au Moyen-Orient. Ce qui se passe est dangereux, incontestablement. Les risques d'escalade sont réels. Et je souhaitais avoir une discussion avec Georges Kuzmanovic, qui a une certaine expérience internationale pour le moins, qui dirige une organisation politique qui s'appelle République souveraine, qui est sur des bases politiques que je considère comme très saines, d'abord souverainistes, ensuite, alors on va mettre des guillemets, Georges, hein, on va mettre gauche, parce que le clivage gauche-droite aujourd'hui, on peut lui faire dire n'importe quoi, et qui, je pense, a des positions qui sont, je parle de République souveraine, portée par son dirigeant, des positions extrêmement intéressantes. Alors, j'ai voulu avoir ce débat avec lui parce que
il me semble que le point de vue qu'il va exprimer est celui d'un dirigeant politique qui va, par conséquent, faire de la politique. Hein, et je retiens, comme d'habitude, je radote la citation de Richelieu, la politique, c'est de rendre possible ce qui est nécessaire. Mes positions ne sont pas les mêmes. Qu'évoquait la regrettée Coralie Delhomme. Alors, C'était ça, la plus grande citation qu'elle mettait en exergue régulièrement. Elle est fabuleuse. Elle est simplement fabuleuse. Donc, il y a des citations comme ça hein, qui disent tout en quelques mots. Richelieu n'était pas n'importe qui. Et donc, là, je voulais discuter avec lui de cette question extrêmement sensible qui est celle du conflit au Moyen-Orient. Hein. Alors, j'ai un peu séparé en plusieurs parties notre entretien. Le premier thème que je souhaiterais aborder, c'est celui des causes de ce qui se produit actuellement, que l'on voit parce que maintenant on voit tout. On voit tout. La guerre en Ukraine l'a démontré. Tout est filmé. Tout le monde a sa GoPro, son smartphone, et pas seulement ces outils-là. Il y a également toutes comment dire, les agences de presse qui sont présentes. Et on a un spectacle assez affreux de ce qui est en train de se produire là-bas. Donc, cette tragédie, j'aimerais que, Georges, tu nous dises quelle est ta vision de l'enchaînement des causes qui amène à cette tragédie. Bon, encore une fois, merci pour l'invitation. Et donc, oui, moi, de profession, je suis analyste géopolitique, mais plutôt pas théoricien. J'ai travaillé dans des entreprises, je fais des analyses risque-pays. J'étais humanitaire, j'ai aussi servi dans nos armées, j'étais militaire, entre autres dans les opérations psychologiques et dans le renseignement d'atmosphère, comme on dit. J'ai vécu aux États-Unis, en Russie et en Afrique. Donc, j'ai effectivement une vision plutôt pratique des questions internationales. Et je tiens à préciser, avant toute chose, que je suis ni israélien, ni palestinien, ni juif, ni musulman. Et surtout, comme tu l'as dit, que je vais aborder ces questions en tant que responsable politique de République souveraine, qui effectivement est un parti de la gauche républicaine, c'est-à-dire cette gauche qui s'occupe des choses essentielles, à savoir que tout le monde ait accès à des services publics, l'hôpital gratuit, l'école gratuite républicaine, et que le dernier de cordée puisse vivre dignement de son travail, et moins les questions wokistes et les délires de la gauche américaine contemporaine. Mais c'est un autre sujet. Et donc, comme tu l'as dit, je vais aborder cette question d'un point de vue politique. Et sur les questions internationales, la République souveraine, nous sommes gaullistes. C'est-à-dire qu'on a une ligne qui est, à peu de choses près, très largement alignée sur celle du général de Gaulle. Et je le cite à dessein, puisque je pense que ça fait partie de la solution, d'avoir cette attitude d'indépendance pour la France, y compris dans des conflits lointains, qui sont loin de la France, comme en Israël, entre Israël, les Israéliens et les Palestiniens. Et puis, on l'évoquera. Alors, à ce sujet, je t'interromps une seconde, à ce sujet, le dernier numéro, c'est un hors-série de Front Populaire, est consacré à De Gaulle. Donc, Georges y a fait un article, et moi aussi. Hein. Moi, mon article, c'est comment dire, un petit panorama historique de ce qu'on appelait les Gaulo-Coco. Hein, et donc, voilà, ça m'a permis d'agiter un peu de nostalgie. Et donc, j'invite effectivement nos spectateurs à lire ces articles parce que, alors, il y a beaucoup de choses, hein, y compris des contradictions. Mes approches du gaullisme sont très proches, me semble-t-il, de celles de Georges. Hein. Oui. Donc, voilà, c'était une petite incidente que je souhaitais faire. Vas-y. Oui, moi j'ai écrit sur les institutions, De Gaulle par rapport aux institutions. Mais c'est intéressant justement le rapport de contradiction dans tous les numéros. Mais celui-là, c'est un numéro de bonne facture, puis sur un sujet intéressant, De Gaulle et sa pérennité, sa postérité en particulier aujourd'hui. Je pense qu'elle est importante. Et d'ailleurs, j'invite chacun qui écouterait cette émission à lire la lettre qu'a écrite De Gaulle à Ben Gourion en 1967,
où en gros, les ressorts du problème sont déjà inscrits et les solutions éventuelles. Donc, je ne vais pas être d'une originalité folle. Mais un positionnement gaulliste implique que c'est pas de faire une analyse savante de grands théoriciens de la géopolitique, il y en a qui font ça très très bien, ni d'être partie prenante, si ce n'est des intérêts de la France. Puisque, comme le disait De Gaulle, les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et donc, c'est une analyse aussi qui est liée par rapport du point de vue de la France. Et c'est d'autant plus important qu'en France, il faut maintenir la paix civile. En France se trouve la première communauté juive d'Europe et la première communauté musulmane, même si j'aime pas tellement le terme communauté, mais d'Europe. Donc, il faut absolument éviter d'apporter la guerre en France d'une manière ou d'une autre. Ce à quoi on dirait s'emploient des politiciens et de gauche et de droite pour envenimer les choses ici. Je ne vois pas très bien en quoi, d'ailleurs, ça permettrait d'aider quoi que ce soit, soit les Palestiniens, soit les Israéliens à sortir de ce bourbier où ils se trouvent. Et puis, une dernière chose, je pense qu'elle est importante, et qu'en géopolitique, on a deux grandes écoles. On a les réalistes et les idéalistes. Et un des grands problèmes, je crois, de la période dans laquelle on est, c'est que l'Occident a totalement plongé dans une vision idéaliste des relations internationales. Alors, la vision réaliste, c'est celle du général de Gaulle, c'est les pays ont des intérêts et on agit et on analyse en fonction des intérêts et on s'efforce avec un corps diplomatique efficace de comprendre quels sont les intérêts des autres, de comprendre quelles sont leurs lignes rouges à vraiment ne pas franchir, et puis on joue autour de ces lignes rouges, chacun pour maximiser ses intérêts. Donc ce n'est pas très joli, ce n'est pas très beau, mais depuis l'effondrement de l'URSS, on a une justification des actions des géopolitiques de l'Occident et spécifiquement des États-Unis par le prisme du bien. Et tout est tout en vue sous l'angle du bien et du mal. Alors, À chaque conflit, il faut un bien, il faut un mauvais et il faut un bon. Ce qui n'aide alors, pas du tout à la résolution, en général, des conflits. eh bien, moi, je pense que l'Occident sait très bien ce qu'il fait. Il s'empare de ce qui relève de la propagande, il définit qui est le méchant, mais ce faisant, il ne défend que ses intérêts les plus étroits. Quand les États-Unis décident d'envahir l'Irak, lorsque, je ne sais plus quel est ce haut fonctionnaire qui arrive à Washington et il voit, avant même le 11 septembre, le plan de remodelage du Moyen-Orient, hein, passant par la guerre contre l'Irak et le renversement de Saddam Hussein pour maîtriser cette zone à son profit. C'est une zone extraordinairement importante du fait de la ressource énergétique. Donc, la vision idéologique, elle n'est que là pour la propagande. Elle n'est là que pour la propagande, me semble-t-il. Et effectivement, elle peut atteindre les masses voilà, en leur disant, c'est ce qui se passe en France d'ailleurs depuis le 7 octobre, c'est ce qui se passe en France, alors que l'enjeu qui a été autour du choix des mots, terrorisme, crimes de guerre, etc., était un enjeu très directement politique. On a voulu imposer le Hamas, ça n'est que du terrorisme, alors qu'en fait, c'était le conflit israélo-palestinien, hein, donc focalisé complètement en refusant de parler des crimes de guerre sur le terrorisme. D'abord, c'était identifier un ennemi et ensuite faire passer sous la table le peuple palestinien et l'existence d'un conflit qui dure depuis maintenant 100 ans. Parce que je crois que c'est depuis, 1877, le congrès fondateur du sionisme. 1897. 97, pardon. Hein. Ah bah, Donc voilà, je pense que cette vision idéaliste,
elle est purement fonctionnelle. Et que la défense, mais c'est la défense des intérêts de l'hégémon occidental. Je mets dans l'hégémon, bien évidemment, les États-Unis qui est son patron actuel et qui n'est plus suivi que par des vassaux. Alors, à ce titre-là, par rapport à ce que tu dis, j'étais l'année dernière en Afrique de l'Ouest, entre autres en Guinée-Conakry, et j'ai rencontré quelqu'un de haut rang du nouveau gouvernement, et je lui ai posé la question, est-ce que vous ne craignez pas l'impérialisme russe et chinois? Parce qu'il y avait énormément de Chinois dans la ville, et au large de Conakry, tu as des navires usines qui pêchent à la dynamite et avec des chaluts de haut fond, et puis des encore plus gros bateaux qui passent une fois par semaine pour ramasser tout le poisson, des bateaux réfrigérés qui partent en Chine. Et les petits pêcheurs locaux, avec leurs pirogues, ont bien du mal à s'en tirer. Et donc, une personne de haut rang me répond, oui, bien sûr, nous ne sommes pas stupides, mais la différence, c'est que les Russes et les Chinois viennent en nous expliquant ce qu'ils veulent. Ils veulent 50% du port, 30% de cette usine. Ils viennent avec des idées de business, mais ils ne nous disent rien du tout. Surtout, ils ne nous disent rien sur la manière dont on doit gouverner ou la manière dont on doit, et encore moins la manière dont on doit se comporter dans nos familles. Et bien, alors que vous, l'incarnation de l'Occident, vous venez en nous expliquant comment on doit gouverner, comment on doit construire une démocratie, combien on est méchant et combien on ne fait pas bien les choses, que vous faites tout parfaitement. Mais en fait, et en plus, maintenant, vous venez nous expliquer qu'est-ce qu'on doit faire dans nos familles et même dans nos lits. Mais en fait, vous avez derrière la tête des idées de business, mais que vous ne dites pas. Je crois qu'elle a assez bien résumé les choses, c'est ce que tu viens de dire, dans ce rapport au réalisme et à l'idéalisme. Mais néanmoins, à force de répéter quelque chose, il se fait que dans nos élites, entre guillemets élites, en tout cas parmi ceux qui nous gouvernent, il y a des gens qui se sont auto-intoxiqués avec l'idée que les États-Unis seraient l'incarnation du bien. Que chaque fois qu'il y a une intervention américaine, c'est pour le bien. J'en veux pour preuve que j'ai rencontré différents responsables américains, par exemple, qui étaient intimement convaincus. Ils ne mentaient pas. Ils étaient totalement convaincus qu'ils représentaient le bien. Et puis, c'est un problème parce que, comme tu l'as dit, il y a une propagande médiatique, quel que soit le conflit. Et d'ailleurs, j'invite chacun à lire ce formidable livre de Serge Halimi et de Vidal qui s'appelle L'opinion, ça se travaille. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, ou Chomsky, mais ce livre, l'avantage d'être en français, est assez court, et il revient sur différents conflits, les conflits en Yougoslavie, en Irak, en Syrie, en Libye, et il décortique à chaque fois la propagande qu'il y a eu, et puis les réalités révélées beaucoup plus tard, mais le temps était déjà passé, on était déjà à un autre conflit où une nouvelle propagande se mettait en place pour justifier un conflit. Bon. Donc voilà, ça faisait un long préambule, mais je pense que c'est important de poser de ce cadre-là parce que ça Alors, change je nous ramène à la question. Au Moyen-Orient. Moi, mon opinion, lorsque je vois Netanyahou à côté du taré mental qui dirige les protestants sionistes, hein, le télévangéliste, lorsque je l'entends dire on va faire advenir la prophétie d'Isaïe et on va tuer tous les gens d'Amalek, je pense qu'il sait très bien ce qu'il dit. Il ne croit pas une seconde à ce qu'il met en avant, je n'y crois pas. Je pense qu'il est dans une dérive. D'abord, il veut rester au pouvoir pour éviter à tout prix de se retrouver confronté à son passé de corruption extrêmement importante, avec sa femme en particulier, mais lui aussi, et de se retrouver en prison. Plus il est sur une trajectoire qu'il imprime depuis déjà longtemps pour l'État d'Israël, qui est très prosaïque finalement sur les intérêts tels qu'il les voit. Lui, c'est de l'habillage. C'est de l'habillage, cette espèce de côté messianique exalté. Je pense que, enfin, je peux me tromper, je ne suis pas dans sa tête, mais je pense qu'il n'y croit pas une seconde.
Bah, c'est de l'habillage, oui et non, hein, parce qu'en fait, Netanyahou est un dirigeant politique israélien qui est là depuis longtemps. C'est une des figures importantes politiques en Israël depuis des décennies. Et il y a une cohérence dans tout ce qu'il fait depuis toujours. Quand il prend le pouvoir après l'assassinat de Yitzhak Rabin en 95, enfin, il prend le pouvoir lui en 96, il fait tout ce qu'il faut pour détruire les accords d'Oslo. Il est, depuis les années 90, un des fers de lance de la politique israélienne de colonisation de la Cisjordanie. Et il va monter aux extrêmes dans son pays, comme de l'autre côté, chez les Palestiniens, certains montent aux extrêmes, comme le Hamas. Et on a, et malheureusement pour la suite et la résolution de ce conflit, on n'est plus dans une situation où on était au début des années 90, avec d'un côté Yasser Arafat, qui certes pouvait utiliser le terrorisme comme moyen opératoire, et les organisations qu'il composait, je pense en particulier au Fatah, au FPLP, au FDLP, FPLP de George Habash. D'ailleurs, de la même manière que une partie des dirigeants israéliens, dans leur jeunesse, quand ils étaient dans l'Irgun, le Shtean, le Palmach, et je pense à Menahem Begin, qui a dirigé l'Irgun, qui est devenu Premier ministre et qui était une figure de cette jeunesse qui se battait pour l'indépendance d'Israël, ou même Yitzhak Rabin, qui était dans le Palmach, qui ont mené toute une série d'attentats, dont le plus célèbre est celui de l'hôtel de King David, qui avait entraîné 91 morts. Mais c'était des gens qui pouvaient utiliser l'action terroriste pour son intérêt psychologique dans le cadre de leur combat pour l'indépendance nationale, mais ils visaient une indépendance nationale. Et dans les deux cas, alors maintenant je parle pour les Palestiniens, mais c'est à l'époque pour les sionistes, c'était ça. Ils étaient quand même socialisants, patriotes, pareil pour l'OLP, et plutôt laïque dans les deux cas. Mais là, c'est différent. Là, on a des deux côtés des gens qui ont une vision messianique, ou en tout cas qui justifient leurs actions politiques par une vision messianique, qui sont totalement extrémistes dans leurs objectifs, puisque je pense que quelque part, la volonté politique de Netanyahou est un nettoyage ethnique total des Palestiniens de la terre d'Israël, Cisjordanie, Gaza comprise. Même si c'est dément comme projet, compte tenu du fait qu'il y a plus de 8 millions de personnes qu'il faudrait dégager. Mais de l'autre côté, si on lit la charte du Hamas, si on voit ce que veut le Hamas, on a une vision messianique. Pour eux, le combat pour l'indépendance de la Palestine est un point d'appui sur des projets beaucoup plus vastes. Ils veulent faire un califat. Ils ne sont pas laïcs du tout, évidemment, et leur objectif n'est pas de faire la paix, trouver une solution politique avec les Israéliens. C'est soit de les éliminer tous, les mettre à la mer. C'est dans la charte. Dans leur charte, ils font référence au protocole des sages de Sion. Pour ceux qui ne savent pas, le protocole des sages de Sion est un truc inventé par l'Okhrana, qui est la police politique du tsar Nicolas II, au début du XXe siècle, et qui crée un faux. C'est un faux, il a été prouvé 1 million de fois, un faux qui s'appelle les protocoles du sage des Sion, et d'où nous vient le délire de toutes les extrêmes droites que les Juifs feraient un complot secret pour prendre le contrôle du monde. Bon, c'est quand même leur référence, c'est une de leurs références pour justifier leurs actions. Donc pour Netanyahou, c'est pas si étonnant qu'il utilise ces références qui peuvent difficilement conduire à la paix. Parce que quand on l'écoute, si on l'écoute et qu'on est palestinien, la conclusion, c'est que l'armée israélienne va me chasser de l'autre côté du Jourdain ou en Égypte. Mais si on est israélien et qu'on écoute le Hamas, on ne peut qu'entendre, mais ces gens veulent tous nous tuer. Et dès qu'ils en auront les moyens, ils le feront. Alors, C'est une situation qui est très complexe. Je pense que c'est pas si complexe que ça. La situation actuelle est celle que tu décris. On a
deux messianismes qui s'affrontent, mais dans une asymétrie qui est difficilement niable. Le discours du Hamas visant un califat, il est lié à l'émergence du courant, je vais dire, extrémiste, islamiste et extrémiste, face à l'échec du nationalisme arabe. Lequel échec du nationalisme arabe a été organisé, voulu, à commencer par Netanyahou, qui a financé le Hamas et qui a demandé au Qatar de le faire et qui a voulu avoir cet adversaire-là plutôt que l'OLP, plutôt qu'Arafat, parce que, et tu l'as dit, il y avait la volonté de ne pas appliquer les solutions qui avaient été envisagées après la Deuxième Guerre mondiale, dans le contexte de la Deuxième Guerre mondiale, avec le traumatisme en Occident de la Shoah. Et lui, Netanyahou, il a un projet qui est différent. Il a un autre projet. Et cet autre projet, il est celui du Grand Israël, celui d'un bout d'Occident installé là, d'un État colonial, avec toutes les caractéristiques de l'État colonial. C'est ça qui est important. C'est que le projet dont tu parlais, avec une dimension socialiste incontestable, avec le côté pionnier, assez émouvant, hein. Donc, cette implantation à cet endroit, qui était le choix, parce que je vais rappeler que le choix qui est fait par le mouvement sioniste mondial et la décision de 1897, elle intervient dans un contexte international qui est celui du 19e siècle, de sa deuxième moitié, je veux dire, la pérennisation de la forme État-nation territoriale, qui était l'outil d'organisation de l'espace public, à mon avis, de la révolution industrielle, et c'est une forme qui est extrêmement pérenne. Et le problème, c'est qu'on a dit aux Juifs, ce sera sans vous. Et donc, l'antisémitisme a amené, et on le voit bien, hein, l'antisémitisme éliminateur de occidental européen qui a donné comme conséquence la Shoah, eh bien, on le notifiait dès ce moment-là, non pas qu'on allait tous les tuer, mais on leur disait, vous ne serez pas du projet d'État-nation territorial. Donc, ils ont répondu, on veut en avoir un. Et le choix s'est porté sur le plus mauvais endroit possible, qui était celui du Moyen-Orient, d'un espace musulman, qui était la conséquence de la domination ottomane et la volonté d'implanter un projet européen occidental à cet endroit était quelque chose de très risqué. C'était un pari. Je comprends très bien qu'on les fait. Je comprends très bien que le traumatisme de l'extermination des Juifs d'Europe ait pu conduire à ce choix. Et il avait, je suis très clair là-dessus, toute ma sympathie. Le problème qui se pose, et c'est là où je pense que la dimension messianique est un habillage pour les plus cyniques, mais bien évidemment que les gens le suivent. Hein. On entend parfois des discours. Actuellement, il y a un pitre de la bande de Zemmour là, qui s'appelle Damien Rieu, qui dit mais comment peut-on dire que les Palestiniens ont leur place à cet endroit, puisque au moment du début de notre ère chrétienne, c'était un pays occupé par les Juifs. C'est-à-dire qu'on fonde la légitimité sur la Bible, d'une certaine façon, et ce qu'était la Judée à ce moment-là. C'est grotesque, mais ça marche. Il y a plein de gens. Alors, chez les Juifs, n'en parlons pas. Hein, quand on voit que les deux ministres d'extrême droite qui ont été intronisés par Netanyahou veulent, et il paraît que Netanyahou leur a dit banco, veulent détruire la mosquée d'Al-Aqsa et construire à sa place le fameux troisième temple. Ce qui est de la folie furieuse. Il faut dire les choses comme elles sont. Hein, c'est de la folie furieuse. Bien. Donc, ce que je pense, moi, c'est que ça a été une
puisqu'on est sur la partie où on essaye de discuter de la façon de ce qui s'est produit pour qu'on en arrive là. Je pense qu'il y a eu deux visions d'Israël qui se sont affrontées. Une vision qui était une vision s'inscrivant dans une tradition différente, et une autre qui était celle de l'État colonial. Et que c'est celle-là qui l'a emporté, grâce aussi à la pusillanimité des dirigeants, je pense en particulier des travaillistes, hein, et leur incapacité à dominer la victoire de 1967. Parce que quand on vient dire oui, mais Israël a toujours été menacé par son environnement arabe, c'est parfaitement exact. Jamais accepté la création de cet État, mais si on regarde la façon dont se sont passées les choses, la première guerre, on dit, moi, l'histoire, oui, ce sont les États arabes qui ont refusé le plan de partage et qui ont attaqué. C'est pas vrai. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Ça a été une guerre des deux côtés, hein, et on peut pas dire il y en a un qui a attaqué l'autre. C'est pas comme ça que ça s'est produit. Et quand tu faisais des références au terrorisme précédent, oui, c'était cette guerre-là. Ensuite, 56, c'est une agression israélienne. 67, c'est une agression israélienne. Il y a 73, c'est incontestable, mais 73, c'était un peu la riposte pour l'Égypte pour se sortir de la situation dans laquelle il était. Ça s'est très rapidement arrêté. 82, l'attaque du Liban, c'est une agression israélienne avec toutes les horreurs qui l'ont accompagné. Donc, jusqu'à présent, ceux qui avaient été vers les accords d'Oslo, il ne faut pas oublier que c'est un Israélien qui a tué Rabin, hein, et qui a donc porté un coup terrible à ce processus. L'incapacité du Parti travailliste, de ce courant politique particulier, à installer une solution viable, a ouvert la voie à l'autre tendance, qui est une tendance dont je considère qu'elle a ses caractéristiques économiques. C'est un pays capitaliste, néolibéral. C'est peut-être un des pays les plus néolibéraux du monde. Ce que c'était au départ avec les syndicats, avec l'État-providence et tout, c'est terminé. C'est terminé. L'Histadrout est un des syndicats les plus corrompus du monde aujourd'hui. Donc, il y a eu effectivement une mutation de cet État qui s'est transformé en État colonial. Alors, sous la direction de Netanyahou, qui incarne ça, et aujourd'hui, on est confronté à cette mutation qui rend le problème extrêmement compliqué à traiter, c'est qu'on a affaire à un État colonial classique, du colonialisme qui fut celui du 19e siècle et qui a été démantelé après la Deuxième Guerre mondiale. On a cette espèce d'endroit où il y a un système. Et on peut se poser la question de savoir, et puis je vais te repasser la parole, si justement cette caractéristique d'État colonial n'atteint pas la légitimité de l'État d'Israël. Sa légitimité historique s'entend, hein, c'est-à-dire que autant au départ, avec l'accord des grandes puissances, l'Union soviétique a voté le plan de partage. Bien. La façon dont ça a démarré, le traumatisme de l'extermination des Juifs d'Europe, lui avait donné une légitimité qui était difficilement contestable. Bien, la responsabilité des pays arabes de ne jamais l'avoir accepté est engagée, c'est clair, hein, la recherche de la paix aurait dû être réciproque, mais aujourd'hui, on se retrouve avec ce que, comment dire, Joseph Borrell, le responsable de la politique extérieure de l'UE, qui dit oui, mais l'Europe, c'est un jardin au milieu d'une jungle. Là, on a un bout du jardin occidental qui est vraiment au milieu de la jungle. Alors, je suis en désaccord sur plusieurs aspects. Je me doute. Et je vais commencer par ce que tu viens de dire, le bout de jardin occidental.
on sera d'accord avec beaucoup de gens que il y a un processus de colonisation, non pas de l'ensemble de l'État d'Israël, mais de ce qui se passe en Cisjordanie, avec l'implantation des colonies, qui est la politique menée par Netanyahou depuis des décennies. Ceux qui s'installent là-bas sont des Israéliens extrémistes, ultra-religieux pour la plupart, et qui représentent fort mal l'Occident. Je veux bien que ceux qui sont venus d'Europe à la fin du 19e, au début du 20e, étaient une incarnation de l'Occident. C'est-à-dire beaucoup de juifs ashkénazes qui venaient avec des ingénieurs, des médecins qui ont construit des hôpitaux, qui, soit dit en passant, quand on s'intéresse à ce qui s'est passé à cette époque-là, ont construit les premiers hôpitaux dans la région et ont réduit considérablement la mortalité des Palestiniens locaux, qui a créé toute une série de problèmes fonciers, mais on rentrerait trop dans du détail. Et ils venaient avec le concept d'État-nation, qui n'était pas du tout celui des populations locales, puisqu'ils étaient depuis des siècles dans des structures impériales, qu'elles soient ottomanes ou mamelouks avant, ou peu importe, on peut remonter très très loin. Il n'y a aucun État-nation, d'où la difficulté au début, d'ailleurs, pour les Arabes, entre guillemets arabes, puisque c'est un terme un peu essentialisant, de lutter contre un petit État-nation, mais structuré comme un État-nation et très bien organisé, qu'était Israël. Mais aujourd'hui, les colons qui sont là-bas, bah, pour la plupart, c'est des messieurs avec des grandes barbes qui ne travaillent pas. Ils passent leur temps à lire des écrits sacrés. Leurs femmes sont pas voilées, mais portent des perruques. Et elles travaillent, et ils ont plein d'enfants, et ils sont complètement plongés dans des délires messianiques. Ils ne sont pas du tout occidentaux. Au contraire, ils sont aussi bien ancrés que les autres barbus d'en face, dans des visions ultra-religieuses, complètement au-delà du réactionnaire, rétrograde et médiéval. Oui, mais attends, Ah, non, mais juste, Georges, excuse-moi, c'est un fait. excuse-moi, mais quand je dis que c'est un État occidental, il y a le droit au retour, hein, l'ALIA. Il y a 1 million de Russes qui sont là-bas et qui ont quitté la Russie sur ces bases-là. Il y a une diaspora qui alimente financièrement, économiquement cet endroit. Il y a le soutien, enfin il suffit de voir ce qui se passe ces jours-ci, le soutien de ce qui reste de l'Occident. Parce que quand on voit les cartes, c'est impressionnant. Hein. Mais Alors, j'y viens. tu peux partir de la personnalité ou de la dinguerie des messianistes des messianiques ou je sais pas comment on dit qui s'installent en Cisjordanie. D'abord, c'est pas la totalité. Ensuite, tu peux pas déterminer la nature de l'État. Moi, je fais pas de morale dans tout Mais ce que c'était. je décris là. Moi, quand je dis que le pari de Herzl est peut-être perdu, j'essaye de voir la réalité. Je dis pas les Israéliens ont été méchants, etc. Je constate où on en est aujourd'hui et je constate la réalité de cet État. C'est un État occidental, culturellement occidental globalement. Enfin, il y a des gay pride partout, il y a tout un tas de trucs, c'est très sympathique d'ailleurs. Tous les gens qui vont à Tel Aviv te disent mais c'est superbe, hein, sauf que tu vas à Ramallah et il y a 360 checkpoints hein, pour les gens qui y habitent, c'est formidable. Donc j'insiste, je ne porte pas de jugement moral, je regarde cette situation. Est-ce que ça peut continuer comme ça? Bien sûr que non. Mais bon, c'était juste une remarque sur une partie de ceux qui colonisent la Cisjordanie. Maintenant, moi, je ne suis pas en accord avec toi sur le fait de considérer qu'Israël est globalement un État colon, parce qu'il n'y a pas il y a pas de foyer national ailleurs. C'est justement pas un pays comme la France ou la Grande-Bretagne qui va coloniser l'ensemble de l'Afrique ou quasiment. Ah, Il y a quand même, pour moi, hein, mais pour beaucoup de gens, une légitimité à ce que des juifs vivent en Israël. Alors, on brocarde avec la Bible, mais bon, mais le fait est que ils viennent de là, ils viennent pas de Chine. Et donc, s'il y a un endroit où des Juifs ont pensé pouvoir construire, je pense au mouvement sioniste de Theodor Herzl, lancé à la fin du 19e siècle,
un foyer national juif, ben, c'est assez logiquement à cet endroit. Mais d'une certaine manière, tout ça est maintenant un peu secondaire. Enfin, on peut se pencher sur l'histoire, mais le fait est que maintenant, c'est la 4e génération d'Israéliens qui sont nés là-bas. Alors, bien sûr, ils ont une histoire, mais ils sont nés là-bas. Ils ne viennent pas de je ne sais où. Ils sont nés là. Et ça commence à faire beaucoup, 4 générations. Euh, Par ailleurs, il me semble que nous-mêmes, nous avons des références historiques qui justifient notre État-nation et que moi je trouve parfaitement légitime. Qu'on remonte aux Gaulois, à Clovis, aux Gallo-Romains, à Jeanne d'Arc, bon, c'est quand même dans les poussières des livres d'histoire, mais pourtant, c'est un élément important qui fait que la France est bien là où elle est, et pas ailleurs. Donc, moi, j'ai du mal à, Ça s'appelle le roman national, ça, mon camarade. c'est le roman national, mais c'est aussi le Oui, récit. mais Shlomo Sand a dit ce qu'on pouvait en penser, parce que quand C'est tu aussi le dis récit national. Mais le choix, Israël, quand tu Régis, dis il y a aussi des gens qui en France le disent choix que de la Palestine, parce que non, ça c'est un choix qui est un choix historique, culturel, religieux. Alors ça, dès que j'entends le mot religieux, je me méfie. Hein. Bon, mais c'est Alain Grèche qui disait oui, mais attendez, les Palestiniens sont les descendants des Juifs de l'époque de la domination romaine. Hein, et dont on nous parle de diaspora, tout ça est très discuté. Très bien, ok. On construit, tu as raison, on construit sur des idées. Hein, nos ancêtres les Gaulois, comme disait Obama au lendemain de la victoire de l'équipe de France de foot à la Coupe du Monde en 2019, en disant bon, les Français ont gagné la Coupe du Monde de soccer. Hein, quand on voit l'équipe, ce ne sont pas des Gaulois. Bon, donc, mais la construction des Gaulois est une construction, alors là, véritablement de roman national du 19e siècle. J'adore ça, hein, mais il faut en voir la mesure. Non, ton argument est un argument qui est à mon avis très recevable, c'est celui, ils sont arrivés là, y compris les pionniers initiaux, hein, après l'horreur de la Shoah, parce qu'il y a l'horreur massacre, mais il y a aussi le traumatisme. Moi, je raconte toujours cette histoire des enfants cachés. Il y avait un documentaire et de quelqu'un qui est rentré donc à Paris après la capitulation allemande, etc., qui s'est retrouvé au Lutetia, hein, et qui voyait que les Français étaient contents de la victoire, la libération et tout, et elle avait eu cette phrase, cette personne, terrible, en disant, nous, on ne partageait pas parce que cette guerre, nous l'avions perdue. Deuxième Guerre mondiale. Donc, oui, ça, et 4 générations, c'est parfaitement exact. Ça crée un acquis, ça crée une réalité. Et c'est de cette réalité dont je dis qu'il faut partir. oui, mais la réalité est plurielle. D'abord, les Juifs sont installés avant la Shoah. Le mouvement des installations, C'est vrai. en particulier les kibbutz, c'est 1900, 1910, 1920. Les hôpitaux dont je parlais, les industries qui sont installées à Haïfa, c'était avant le conflit, enfin avant la Shoah. La Shoah c'est un accélérateur considérable. Mais pour comprendre ce qui se passe, parce que, encore une fois, moi, je le prends d'un point de vue français. Euh, on est obligé de prendre en considération ce que ressentent les gens, palestiniens comme israéliens. Sinon, il n'y aura jamais de solution. Et moi, j'invite chacun tant d'un côté, de lire le très, 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 très bon dossier à nouveau du Monde diplomatique de ce mois-ci, du mois de novembre, sur la question palestinienne, mais aussi, par exemple, d'écouter une forme de chanson, Plaidoyer pour ma terre, d'un certain Herbert Pagani. Il avait fait ça en 1975 sur le plateau de Jacques Chancel. C'est vieux, mais c'est pas que la Shoah. Il rappelle que Auschwitz, c'est l'industrialisation de choses qui existaient depuis bien longtemps. Les Juifs, c'est quand même ces gens qui sont pogromés à droite à gauche, que Saint-Louis décidera de leur mettre des chapeaux ou des trucs jaunes sur la tête pour les reconnaître, qu'il enverra en Espagne, que les Espagnols chasseront eux-mêmes. Ils sont chassés régulièrement.
je sais bien que bon, c'est une référence religieuse, mais ce n'est pas pour rien que ce sont des gens qui parlent à Pessah, la fête de Pâques juive, l'année prochaine à Jérusalem. Donc bon, c'est juste, il faut comprendre quelle est la logique qui Ah, mais anime. ça, je ne le conteste pas, hein. Donc elle les anime. Maintenant, sans revenir sur l'ensemble de l'histoire du conflit israélo-palestinien, parce qu'on pourrait mettre des heures, il y a, je pense, un grave problème dans ce qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale, et j'appelle ça le cancer des États-Unis. Au même moment où Israël s'installait avec une logique que tu appelles occidentale. C'est vrai qu'ils ont une forme, ils sont occidentaux pour la plupart d'entre eux, et ce qui n'est pas si mal. Je n'ai pas un problème par rapport à l'Occident, moi, sauf quand eux, il s'agit de l'hégémon états-unien qui veut s'imposer partout. Mais au même moment, il y avait un mouvement puissant dans le monde arabe qui était le même, national, étatiste, socialisant, laïque. Et le cancer des États-Unis, c'est d'avoir partout, à commencer par l'Iran en 1953, on a fêté, on a commémoré les 80 ans 70 ans du coup d'État contre Mossadegh de 1953, on s'abordait toutes les velléités nationales, pan-arabisantes, laïques, d'États-nations arabes, partout, en Irak, les débuts qui étaient naissants même en Afghanistan, pour ceux qui connaissent les années 70 en Afghanistan, évidemment la Libye, donc la Syrie, en se basant sur l'Arabie saoudite pour faire le gendarme local, et en favorisant l'installation de ce courant royal wahhabite ultra-conservateur, qui évolue d'ailleurs. Bon, c'est autre chose. Ça a été un énorme problème qui s'est retrouvé jusque en Israël, puisque, comme tu l'as rappelé, une partie des forces politiques israéliennes, et spécifiquement Netanyahou, puisqu'il l'a dit très, 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 très clairement, j'ai même là la citation de son propos qui est quand même extraordinaire. Je vous la lis, hein. Quiconque veut contrecarrer la création d'un État palestinien doit soutenir notre politique de renforcement du Hamas et du transfert d'argent au Hamas. Cela participe de notre stratégie, isoler les Palestiniens de Gaza de ceux de Cisjordanie. Bon, ça c'est Netanyahou, hein, comme tu l'as dit. Mais ça, c'est possible parce qu'ils avaient derrière eux l'appui total des États-Unis qui les ont incités à faire ça. Et s'il y a une source grave du problème, elle vient de là. Et il faudrait enfin, mais ce qui est maintenant beaucoup plus compliqué qu'au début des années 90, enfin je pense à 93, 94 des accords d'Oslo, revenir à cette situation. Autre problème qu'il faut bien avoir en tête pour comprendre ce qui se passe, c'est que au sein même des Palestiniens, il y a un conflit. Moi, quand j'étais jeune, j'étais en soutien, enfin, je ne veux pas le renier, de la cause palestinienne, d'avoir un État indépendant, et je pense toujours que c'est nécessaire. Mais moi, je ne vais jamais soutenir des cinglés du Hamas qui ont assassiné mes camarades du FPLP ou de l'OLP. Car pour ceux que ça intéresse, peuvent se pencher sur, entre autres, la guerre de 2006-2007 entre l'OLP et le Hamas, mais les multiples conflits depuis la création par Sheikh Yassine, qui est quand même dangereux prédicateur fêlé, l'affrontement entre cette tendance ultra-violente d'éliminer toute forme de laïcs, de gens qui visent un État-nation, et ne parlons pas de leurs aspects socialistes. Donc ça fait partie du problème, et c'est pour ça que le Hamas, comme représentant de la lutte pour l'indépendance des Égyptiens, risque de les conduire, quand bien même ils gagneraient, une forme ou une autre de catastrophe. Bon. Non, tu as parlé des Égyptiens, ça c'est autre chose. Non, c'est un petit. Non, mais Donc, non, je parlais du Hamas pour savoir oui, bien ce qu'on sûr, va mais faire. tu rappelles C'est-à-dire que la la situation, pour la question, tu disais comment on va faire maintenant.
on a malheureusement, là, en affrontement direct, on a, même si le gouvernement élargi a introduit des gens comme Benny Gantz, qui est l'ancien chef d'état-major, plutôt centriste gauche, bon, mais on a quand même un gouvernement israélien extrêmement dur, dont le chef a des propos messianiques, et en face, on a un groupe islamiste qui veut faire un califat. C'est des conditions de négociation sont un tout petit peu compliquées, tu en conviendras. Et à côté, on a une OLP qui est épuisée et qui est en train de perdre pied petit à petit en Cisjordanie par rapport euh, au Hamas. Une autre, si je me permets, Régis, une autre remarque. Si on se met du point de vue purement français et qu'on regarde et qu'on dézoome les choses et qu'on regarde, et je pense que c'est important de dézoomer et de voir le conflit dans son ensemble, historique, local, les avis des uns et des autres, les drames des uns et des autres. Il y a quand même une focalisation quasi maladive, et à gauche et à droite, sur le conflit israélo-palestinien. Des centaines de milliers de musulmans Rohingyas sont toujours dans des camps au Bangladesh, ont été massacrés pendant des décennies. Ça n'a l'air de passionner, mais personne. Personne. Récemment, dans les conflits avec le génie de nos amis états-uniens, ont quasiment disparu tous les chrétiens d'Orient. Si on prend les Yézidis ou ceux qui étaient en Irak, c'est sur 1,5 million, 1,4 million ont soit été éliminés, soit été déportés quelque part. Ça n'intéresse, mais personne, à part quelques filets ici et là. Bon, des gens qui... le Yémen, plus grave crise humanitaire, plus grande famine depuis la Deuxième Guerre mondiale, on ne sait pas, entre 500 000 et 1 million de morts. Rien. Le plus incroyable, enfin pas le plus incroyable, deux exemples encore. Les Serbes de Krajina, en 1995, opération Tempête. 300 000 personnes nettoyées ethniquement par la Croatie avec le soutien de l'OTAN. Pas grave. Là, récemment, les Arméniens du Haut-Karabakh. Bah, voilà, l'Azerbaïdjan dégage 120 000 personnes, nettoyage ethnique. On a Macron qui nous explique bon, je ferai pression en téléphonant, mais pour le moment, nous ne pouvons pas, nous prenons bonne note, ça veut dire on capitule, et nous ne ferons pas de sanctions économiques contre l'Azerbaïdjan. Et le pire du pire, bon, en ce moment, il y a une guerre civile au Soudan qui est catastrophique, bon, tout le monde s'en fiche, mais le pire du pire, c'est ce qui se passe en République démocratique du Congo et autour du lac Kivu. Il se fait que j'étais en 94 lors des massacres du Rwanda, mais là, on est entre 6 et 12 millions de morts, avec des millions de déplacés depuis 20 ans. Bah, il n'y a aucune passion humanitaire qui traverse qui que ce soit dans notre pays. Donc, juste pour dire que certains transferts sur l'affrontement, et c'est pour ça que je parlais, je pense que c'est très très important de ne pas ramener le conflit en France, transfèrent d'autres choses sur le conflit entre Palestiniens et Israéliens, et ce n'est pas pour minimiser les souffrances des uns qui se sont vus massacrer le 7 octobre ou ceux qui sont sous les bombes avec des milliers de morts en ce moment en Palestine, en particulier à Gaza, en particulier des civils. Et c'est pour rappeler que des drames, il y en a un peu partout et que celui-là ne devrait, l'attention portée sur celui-ci révèle d'autres choses. Ben oui, alors attends, je vais à ce stade, oui. Pourquoi est-ce qu'il focalise comme ça? Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette réaction occidentale dans un premier temps, hein? Je vais de nouveau citer Alain Grèche, qui disait qu'après la Deuxième Guerre mondiale, la terre promise, c'était pas Jérusalem, la terre promise, c'était les États-Unis. Hein. Donc, la communauté juive est beaucoup plus importante au-delà, hein, en dehors de cet endroit. Mais justement, je pense que cette perception et cette passion qui entoure ça est liée au fait que c'est un élément occidental, c'est une épine occidentale dans le flanc du monde arabe,
Hein, alors on peut y trouver, comme tu l'as fait, et je partage en partie des éléments de légitimité, mais c'est la raison pour laquelle ça prend cette tournure passionnelle. C'est parce que le problème de l'hégémonie occidentale, aujourd'hui, qui a 5 siècles et qui a commencé à être mise en cause par l'intervention russe en Ukraine, hein, qui a déclenché un processus, et comme disait le camarade Lénine, hein, il y a des décennies où il ne se passe rien et des semaines qui sont des décennies, le mécanisme est enclenché. Et donc, des crises israéliennes, je les ai toutes vécues, hein, privilège de l'âge. Hein, quand je parlais de la guerre de 67, quand je me rappelle du titre de combat, le journal Combat, qui existait encore à l'époque, qui était issu de la résistance, Israël debout. Hein, j'ai cette vision. Moi, personnellement, j'étais tout jeune, hein, j'avais 17 ans, hein, j'étais favorable à Israël. Alors, il y avait eu toute une campagne pour présenter ça. Le père de Gaulle avait un peu douché tout le monde avec sa fameuse conférence de presse. Tu parlais de la lettre à Ben Gourion. Hein, il suffit d'écouter la conférence de presse pour voir le niveau politique du gars, hein, quand même, hein, parce qu'il avait tout prévu. Donc, non, je pense que justement, c'est la quintessence de l'affrontement entre l'Occident et le reste du monde. Et ça, je pense que c'est une tragédie et peut-être une malédiction pour Israël. Je répète, je ne fais pas de morale, j'essaye de Et voir les choses historiquement là, et objectivement. je suis d'accord. Et il faudrait que ça ne le soit pas. Puisque la question initiale était quelle solution, il faudrait déjà se sortir de ce cancer, ce que j'appelle le cancer états-unien, de cette logique d'hégémonie occidentale. Elle est terminée. On est dans un moment de chamboulement du monde. Cette hégémonie a pris fin. Elle ne reviendra pas, ce qui ne veut pas dire que l'Occident doit disparaître, ni ses valeurs, ni son histoire, mais la manière dont est organisé le monde, c'est-à-dire sous domination occidentale, enfin, principalement états-unienne, hein, soyons clairs, parce que les Européens font partie également de facto de ceux qui sont dominés en premier lieu. On voit comment est-ce que au plan géopolitique, nous n'avons plus de souveraineté. Nous sommes des provinces Des domestiques. non, pas des domestiques, mais enfin, Emmanuel Macron est un proconsul des Gaules. Voilà. Il n'est pas président de la France, il est proconsul des Gaules. Pas mal, tiens, je vais la garder celle-là. Référence, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, l'organisation de l'Empire romain. Bon. Donc, pour qu'il y ait une solution, il faut que, justement, cette incarnation, enfin, le Sud global, ce qu'on appelle le Sud global, arrête de voir en Israël faire le point avancé de l'hégémonie américaine. La situation, in fine, si on résume, quelles sont les options? Il y en a trois, il n'y en a pas beaucoup d'autres en fait. Option 1, tous les juifs à la mer et on tue tout le monde et on les dégage et qu'ils aillent vivre ailleurs. Ça a été fait quelques fois dans l'histoire. Je pense que c'est totalement délirant et Délirant. impossible à mettre en place. Bon, et que ceux qui veulent s'amuser à critiquer la légitimité historique de l'État d'Israël peuvent le faire, mais oui, les gens sont là, les structures étatiques sont là, il y a une armée, il y a des gens vivent là depuis très longtemps, ça n'a aucun sens. L'autre option, consistant à faire un nettoyage ethnique total des Palestiniens de la terre d'Israël, c'est-à-dire si elle comprenait et Gaza et la Cisjordanie, est délirant aussi. Parce que ça consiste à rejeter en Jordanie ou en Égypte 8 millions de personnes, plus les 2 millions d'Israéliens musulmans, Israéliens palestiniens, puisque composent quand même 20% de la société israélienne. Donc malgré les grandes difficultés, malgré le fait, on l'a dit, des deux protagonistes, il n'y a pas d'autre solution que la mise en place d'un État palestinien indépendant, totalement autonome, à côté de l'État d'Israël. Souverain. Et où et avec, puisque ça a été quand même du point de vue du côté palestinien, il y a eu quand même beaucoup de freins à Oslo sur le statut de Jérusalem.
Et en fait, donc ce que je dis n'est que la position de De Gaulle à cette conférence que tu as évoquée ou à la lettre qu'il a écrite à Ben Gurion. En fait, il n'y a pas d'autre solution. Sinon, ce sera des drames et des guerres absolument sans fin, pouvant entraîner des guerres beaucoup plus graves et importantes dans la région. Euh, euh, et donc de faire de Jérusalem quel est le statut international. Et moi, personnellement, je trouve qu'une très très bonne idée, ce serait de déplacer l'ONU qui est à New York et de la mettre à Jérusalem. On aurait un symbole international et on aurait une ville internationale qui serait justifiée compte tenu du fait qu'on ne peut rien y faire. Les Juifs, ben, c'est là qu'est le temple de Salomon. Pour les musulmans, c'est là qu'est le dôme du rocher d'où s'est élevé Allah avec son cheval, pardon, Mahomet avec son cheval pour rejoindre Allah. Et il y a la basilique du Saint-Sépulcre, parce que là, il y a le mont Golgotha sur lequel a été crucifié Jésus. Donc, pour tout un tas de gens, c'est un endroit extrêmement important. Donc, son caractère international est déjà là. On pourrait imaginer Oui, une... on va expliquer à Confucius et à Bouddha que effectivement c'est l'endroit. Non, non, là-dessus, moi je Non, marche pas du tout. C'est non, mais c'est pour avoir un statut international de Jérusalem, parce que mais je parle de solutions, il faut bien une solution oui, politique. Les Israéliens veulent que ce soit leur capitale et les Palestiniens la leur. Bon, visiblement, on va pas y arriver. Et d'ailleurs, le cancer américain a été poursuivi par Donald Trump, qui est arrivé oui. là-bas et dit, ah ben non, Jérusalem est la capitale d'Israël, nous déplaçons notre ambassade à Jérusalem en rupture avec toutes les chancelleries du monde. Tout le monde a réagi en disant, mais vous mettez une grosse pièce dans la guerre entre Israël et la Palestine. De la même manière qu'ils ont Donald Trump, que beaucoup aiment bien parce qu'il n'a pas déclenché de guerre, ce qui est effectivement rare pour un président des États-Unis. Mais enfin, quand même, il a fait ça et puis il a unilatéralement rompu l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien, sur lequel tout un tas de pays, de la Chine à la Grande-Bretagne, en passant par l'Allemagne, la France, les États-Unis, l'Iran, évidemment, et les pays voisins de l'Iran, sont mis d'accord après 20 ans de négociations. Bon, mettons. Et il a fait assassiner Soleimani, ce qui était de même nature que la création de Ben Laden, que la création du Hamas. Hein, c'est que Soleimani pouvait être une solution qui permette un petit peu de sortir de l'intégrisme musulman que connaît l'Iran. Bon, ça c'est effectivement une autre histoire. Alors, Attends, moi, je finis oui, vas-y. sur ce point-là. Malheureusement, le suivisme otanien total de la France, euh, caractérisé par le passage délirant à nouveau d'Emmanuel Macron Non, en mais le pire. Israël, au point que Netanyahou était surpris. Je ne sais pas si tu as vu dans la conférence de presse, il avait l'air complètement étonné par la proposition d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a quand même proposé une coalition internationale, donc occidentale. Donc là, c'est vraiment la vision occidentale au sens négatif que tu évoques, contre le Hamas, en disant que c'est comme ISIS. Donc on a le président de la France, sans que l'Élysée n'ait été au courant, puisqu'ils ont rétropédalé dans les heures qui ont suivi, ni le Quai d'Orsay, donc la diplomatie française, arrive là-bas et déclenche et dit bah, la France est en guerre contre le Hamas, compte tenu du nombre de fous islamistes qu'on a dans notre pays. Vraiment quelqu'un qui n'est pas sérieux, et à chaque fois qu'il fait une sortie internationale, que ce soit en République démocratique du Congo face à M. Tshisekedi ou au Burkina Faso ou n'importe où, il sort une énormité ou nous met dans une situation catastrophique. D'ailleurs, petite aparté, j'ai rencontré un dignitaire de haut rang égyptien qui a dit que le maréchal Sissi, donc le président d'Égypte, refusait toute conversation en distance, comme on fait actuellement, avec Emmanuel Macron. Et que beaucoup de chefs d'État étaient dans ce cas-là et que ça revenait au niveau des diplomates ou des rencontres directes, à cause de la diffusion publique de la discussion par l'équipe d'Emmanuel Macron, de la discussion entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine au début de la guerre en Ukraine. Donc, malheureusement, nous sommes dans une situation de faiblesse parce que nous sommes totalement sous le parapluie OTAN, c'est-à-dire inféodés géopolitiquement aux États-Unis. Notre diplomatie, ce qu'on appelle la diplomatie arabe, qui était très très forte, a été totalement, par abandon pur et simple de la France, a été quasiment entièrement reprise de facto par les Russes.
et les déclarations d'Emmanuel Macron ne nous mettent pas dans une position, pour le moment, de peser sur quoi que ce soit là-bas. Or, au niveau géopolitique, c'est dans cet affrontement global qui a lieu, ce chambardement du monde et cette fin de l'hégémonie occidentale, se fait bien sûr le coup de boutoir premier et symbolique, c'est la guerre en Ukraine, mais c'est les BRICS. Or, en janvier 2024, 3 protagonistes fondamentaux dans le conflit israélo-palestinien vont rentrer dans les BRICS. Il s'agit de l'Égypte, de l'Arabie saoudite et de l'Iran. Avant cette rentrée, la diplomatie chinoise, qui travaille, elle, extrêmement discrètement et sans communication, a réussi l'exploit de faire se parler Téhéran et Riyad. Bien évidemment, je pense que c'était en préparation de leur entrée des deux dans les BRICS. Ils ne peuvent pas se permettre que les choses partent dans une catastrophe totale régionalement, entre autres entre l'Arabie saoudite et l'Iran, car ce serait un coup dur pour les BRICS. Donc, on a une position très forte des deux moteurs principaux des BRICS, que sont les Chinois et les Russes, pour trouver une solution, ou au moins calmer un peu les choses, entre les Palestiniens et les Israéliens. Quand bien même c'est extrêmement difficile. Parce qu'ils y ont un intérêt colossal. Je reviens à l'idée de début, entre réalistes et idéalistes. Ils y ont un intérêt fondamental pour eux-mêmes, pour les BRICS, pour que la Russie puisse continuer sa guerre en Ukraine. Enfin, bon, il ne faut surtout pas qu'il y ait un deuxième front et une catastrophe régionale. Les Chinois, dans leur logique de construction des nouvelles routes de la soie et d'influence dans la région, ne peuvent pas non plus se permettre un tel conflit. Donc on a éventuellement là une option et une force réelle, parce que si sur le Hamas, sur l'Égypte, sur l'Arabie saoudite et sur l'Iran, les Chinois et les Russes ont quand même un poids considérable. Donc on peut espérer que de là viendra une solution. Mais bien évidemment, il faut qu'on évite totalement la position prise par Emmanuel Macron. C'est-à-dire d'un Occident qui, même pour les Israéliens, c'est une catastrophe. C'est provoquer un conflit dont ils seront les premières victimes. Oui, mais alors justement, là, je voudrais à ce stade répondre à quelques-uns de tes arguments. Il y a l'argument des générations. 4 générations qui sont là depuis sur cette terre. Oui, mais ça fait 4 générations de Palestiniens qui sont humiliés, qui sont tués souvent parce que le bilan humain est très important, qui n'accèdent pas à la dignité, ont le sentiment très fort que leur terre séculaire leur a été volée, hein, et aujourd'hui qui assistent à ce qui se passe à Gaza, c'est-à-dire à un massacre, une punition collective, un massacre, une vengeance, c'est-à-dire, je veux dire, quelque chose qui est inacceptable et qui sont autant de crimes de guerre. Donc, arriver à mettre en place une solution pérenne, je parle bien de solution pérenne, hein, et de faire cohabiter écoute, je suis pessimiste, mais je veux en accepter l'augure parce que je veux que personne ne se méprenne. Mon pessimisme n'est pas destiné à faire une prophétie autoréalisatrice. Hein, c'est pas ce que je souhaite. Moi, je préférerais que effectivement on y arrive parce que l'histoire d'Israël a des côtés assez extraordinaires. Juste petit exemple. Après la condamnation d'Eichmann, il y a eu chez les intellectuels dont certains étaient des survivants d'Auschwitz, toute une campagne pour que la peine de mort, la pendaison, ne soit pas exécutée. Ça témoignait d'une hauteur morale fabuleuse, quoi. Donc, bon, c'est quelque chose que je ne souhaite pas. Simplement, je suis très, très pessimiste. Est-ce que Israël sera capable, qui est un État, qui élit tranquillement l'extrême droite, la pire, à sa tête, sera capable de comprendre et de mesurer ce que tu as décrit en creux, mon cher, avant de dire qu'il ne fallait surtout pas faire ce que fait Macron. Macron ne fera rien d'autre. C'est une sombre nullité politique.
est-ce qu'ils seront capables de mesurer que leur survie procède de l'intervention russo-chinoise comme amiable compositeur et faiseur de paix, hein, est-ce qu'ils seront en mesure de le comprendre, hein, et qu'il va falloir qu'ils partent dans cette direction? Parce que c'est ce que tu as décrit. Moi, personnellement, je suis toujours pessimiste. Et puis, il y a aussi une autre chose. Sur la solution à deux États, donc je fais part non pas de mes réserves de principe, au contraire, hein, mais je fais part de mon inquiétude, mais j'ai aussi des références et des souvenirs. Alors, comparaison n'est pas raison, hein, Georges, mais j'ai connu la guerre d'Algérie. Affectivement, j'étais lié au monde européen du Maghreb. Hein, je suis né au Maroc, la famille de ma mère y résidait, mon père était militaire de carrière, donc séjour en Algérie, etc. Donc tout le monde dans mon milieu, dans ma famille, était Algérie française. Et je me rappelle très précisément ce qu'on entendait en 1961, quand, par exemple, il y a eu la tentative de coup d'État du 22 avril 61 par les généraux, à la fin de l'année 61, les discours qui étaient tenus par un certain nombre de gens qui continuaient à être persuadés, un, que nous ne quitterions pas l'Algérie, deux, qu'elle ne serait pas indépendante, et qui préconisaient des solutions permettant à la limite de garder la présence française en Algérie. On sait comment ça s'est terminé. C'est pour ça que la question pour moi, la question du fait colonial, hein, alors bon, quand tu dis que c'est pas la colonie d'un pays. Non, je pense que c'est pas dans ces termes que ça se pose. C'est une colonie occidentale. Bon, là, on a un désaccord là-dessus, mais cette question du fait colonial rend les choses passablement tragiques. Hein. Donc, je suis partisan, et bien évidemment, je soutiendrai toutes les mesures, toutes les propositions visant à passer par la procédure de deux États, en espérant qu'elle soit pérenne, mais je ne me fais pas beaucoup d'illusions. Je pense que, en plus, ça s'inscrit dans ce qui arrive à l'Occident. C'est un événement colossal qui arrive à l'Occident. C'est-à-dire qu'une domination de 5 siècles, avec un sentiment de supériorité qui est intact. Moi, ce qui m'a surpris avec la guerre en Ukraine, c'est la présence du racisme structurel, quoi, c'est-à-dire la façon dont on a parlé des Slaves, la façon dont on parle aux Africains, la façon dont cette crise-là permet de s'exprimer. Ah, vous comprenez, le Hamas attaque l'Occident et nos valeurs, mais quelles valeurs? J'avais une émission de radio où je me suis un peu mis en colère, les valeurs de M. Colin Powell brandissant ses mensonges à l'ONU, les valeurs de M. George Bush qui ne sera jamais jugé alors qu'on envoie des mandats d'arrêt contre Vladimir Poutine. Non, mais il faut être sérieux. Et ce moment particulier, et c'est normal, hein, amène les débats. Et quel a été le bilan de cet Occident? Comment est-ce qu'il a traité le reste de la planète? C'est-à-dire qu'on a une mondialisation, mais qui est aussi une globalisation. Alors, on nous vend là, pour justifier ce que fait Israël à Gaza aujourd'hui, hein, on nous vend, voilà, c'est le combat des civilisations, c'est l'affrontement des civilisations. Or, justement, peut-être là suis-je trop optimiste, mais ce qui est enclenché, la multipolarité, c'est peut-être justement le rendez-vous des civilisations. Parce que lorsqu'on voit le monde arabe aujourd'hui, la rue arabe est exaspérée. La rue arabe se manifeste. Les pays, la Jordanie a rappelé son ambassadeur, mais ils sont, en dehors des déclarations d'Erdogan, là on est dans la communication, on est dans le verbe, mais ils sont calmes par rapport à ce que tout le monde voit tous les matins sur les vidéos. Hein. Moi, je regarde de temps en temps, je vais sur Al Jazeera, malheureusement c'est en anglais, je comprends rien, mais je vois les images. Et donc, voilà, c'est cette comment dire,
cette difficulté que l'Occident va avoir d'accepter le monde nouveau et probablement le rendez-vous des civilisations fait que c'est le principal handicap d'Israël pour sa pérennité, selon moi. L'un des drames pour de nombreux pays est d'être transformé en fer de lance de l'hégémonie états-unienne. Et c'est ce qui est bien malheureusement arrivé aux Ukrainiens. Et si on s'en réfère aux unes du New York Times, je pense à la dernière, et, indique un très 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 mauvais avenir pour eux. Ils vont être abandonnés. On a vu un Chinook s'élever au-dessus de l'ambassade des États-Unis de Saigon. On a vu un autre. Les Chinooks, c'est les gros hélicoptères à 2 hélices. Oh là. On a vu un autre s'élever au-dessus de Kaboul, l'ambassade de Kaboul, l'ambassade des États-Unis à Kaboul. C'est à craindre qu'un jour, on en ait un autre qui décolle de Kiev, en laissant les gens dans une catastrophe sans nom. C'est ce qui s'est passé aussi en Afghanistan. Donc, oui, je pense que pour les peuples, quels que soient leurs problèmes réels, entre les Ukrainiens et les Russes, il y a des problèmes concrets, réels, ce n'est sûrement pas bon pour eux, vu les précédents historiques, d'avoir les États-Unis qui le voient comme terrain de bataille de leur propre domination mondiale. Alors, oui, ce n'est pas la solution. On peut effectivement s'inquiéter vu les flottes américaines qui arrivent en ce moment sur place, puisqu'il y a 3 porte-avions, en tout cas 2 pour le moment, qui sont en place en Méditerranée occidentale, et en particulier le plus gros porte-avions, le porte-avions de Gerald Ford, du nom du président, l'un des présidents des États-Unis, qui était président avant de Jimmy Carter. Qui n'avait jamais été élu, puisque Non, lui, le... il est sorti Oui, du oui, chapeau. oui. Parce que, effectivement, c'était au moment de la démission de Nixon. La démission de Nixon, Gerald Ford, bon. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est peu connu, et moi je souhaiterais l'évoquer. Le premier coup de boutoir contre l'hégémonie des États-Unis a été fait par un petit pays qui s'appelle Cuba. Et c'était alors qu'elle existait encore l'URSS et qu'elle allait s'effondrer. En 1988, en janvier 88, la bataille de Cuito-Canaveral, celui qui était la grande bataille qui a vu la victoire de la faction socialiste communiste d'Angola, soutenue par Cuba, contre l'Afrique du Sud, des éléments combattants de Rhodésie, des groupements paramilitaires d'extrême droite angolais et le soutien des États-Unis. Or, le président qui avait mis en place ce soutien américain à l'Afrique du Sud de l'apartheid était justement Gerald Ford. Et il était là en place quand a été lancée l'expédition de Cuba. Je le note parce que l'histoire est malheureusement réécrite chez nous et on ne le sait pas souvent. On a une figure qui est saluée par tout le monde, et à raison, celle de Nelson Mandela et son combat contre l'apartheid, pour la justice, pour l'égalité, contre le racisme. Or, Nelson Mandela fera son premier discours international en juillet 1991 à La Havane, et pas ailleurs. Pas à l'ONU, pas en France. Il a choisi La Havane, et pour cette bonne raison que un petit pays des Caraïbes, rempli de Noirs et de gens basanés, pas du tout occidental, qui quelques décennies avant était une sorte d'immense bordel de casino dirigé par la mafia des États-Unis, a fait quelque chose que personne n'a fait. Car il y a eu des combats pour l'indépendance nationale. Tu parlais de l'Algérie, il y en a eu d'autres. Mais
personne n'a fait ce qu'ils ont fait. Ils ont fait une opération militaire transatlantique, une expédition, comme font les Occidentaux, et que personne d'autre ne faisait, une expédition pour aller en Afrique, pour soutenir des groupes combattants en lutte contre, entre autres, contre l'Afrique du Sud. Et Nelson Mandela l'a rappelé, c'est ce qui lui a permis sa libération. Et Nelson Mandela est intéressant encore ici, et on peut peut-être le prendre comme exemple pour ce qui se passe entre Palestiniens et Israéliens, c'est que si on sort ce conflit du plus vaste conflit d'affrontement des blocs, parce que le petit Israël, le petit Palestine va être écrabouillé dans la confrontation des blocs, vu la taille de ces, et le nombre et de Palestiniens et d'Israéliens. On peut trouver dans ce qui a été fait avec le processus de paix et de réconciliation mené par Mandela et Monseigneur Desmond Tutu, à réussir pas parfaitement, beaucoup de problèmes dans la société sud-africaine, mais quand même à éviter une guerre civile totale, sanguinaire, qui aurait été une abomination, par un processus politique. Et personne n'y croyait. Mais pour ceux qui connaissent, comme c'est ton cas, ce combat contre l'apartheid, en particulier mené par l'ANC, qui fut aussi une organisation terroriste, parce que maintenant tout est repeint en Gandhi, tout sympathique, qui marchait gentiment pour aller pouvoir faire s'asseoir là où s'asseyaient les Blancs. Bon, c'était une lutte très très dure, y compris avec des actions terroristes. Tu sais très bien que ça aurait pu très très mal tourner en un conflit entre descendants des Boers et les Noirs d'Afrique du Sud, et ils ont réussi l'exploit de ne pas le faire, malgré toutes les horreurs qu'il y a eu sous l'apartheid. Je pense qu'en fait, il y a des exemples sur lesquels on peut se baser euh, pour, euh, pour trouver des solutions. Une remarque sur ce que tu as dit par rapport aux pieds noirs. Il me semble que les pieds noirs, au plus fort de leur présence en Algérie, et même s'ils étaient, pour certains, nés depuis plusieurs générations en Algérie, étaient au maximum 10% de la population. Ce qui n'est pas le cas entre Palestiniens et Israéliens, puisque en gros, c'est 50-50. Et que les Français, disons, qui vivaient, les Français d'Algérie, avaient une patrie de l'autre côté de la Méditerranée où aller. Qu'on trouve légitime ou pas, bon, tu as compris que ce n'était pas mon cas, je trouve légitime la présence des Israéliens en Israël, et ils n'ont nulle part où aller. La France et même s'il y a beaucoup de Juifs en France ou aux États-Unis, c'est pas spontanément leur patrie. Et puis les événements historiques leur ont montré qu'ils pouvaient être chassés d'ici ou de là de manière dramatique. Donc bon, je vois pas très bien où est-ce qu'ils iraient. Par contre, il y a un autre protagoniste qui doit être pris en compte impérativement dans la résolution du conflit, c'est la Jordanie, qui est le pays où il y a le plus de Palestiniens. On a tendance à l'oublier, la Jordanie, c'est 11 millions d'habitants, au moins 8 millions et demi de Palestiniens. D'ailleurs, un des projets en 1967 était de pousser tous les Palestiniens au-delà du Jourdain. Il n'a pas été fait, que visiblement, on est en train de prendre en main d'une manière complètement folle Netanyahou, puisque maintenant, ce qui était possible éventuellement en 1967 n'a aucun sens, absolument aucun sens, c'est totalement infaisable aujourd'hui. L'un des drames pour de nombreux pays est d'être transformé en fer de lance de l'hégémonie états-unienne. Et c'est ce qui est bien malheureusement arrivé aux Ukrainiens. Et si on s'en réfère aux unes du New York Times, je pense à la dernière, indique un très 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 mauvais avenir pour eux. Ils vont être abandonnés. On a vu un Chinook s'élever au-dessus de l'ambassade des États-Unis de Saigon. On a vu un autre. Les Chinooks, c'est les gros hélicoptères à 2 hélices. Oh là. On a vu un autre s'élever au-dessus de Kaboul, l'ambassade de Kaboul, l'ambassade des États-Unis à Kaboul. C'est à craindre qu'un jour, on en ait un autre qui décolle de Kiev, en laissant les gens dans une catastrophe sans nom. C'est ce qui s'est passé aussi en Afghanistan. Donc, oui, je pense que pour les peuples, quel que soit leur problème réel,
entre les Ukrainiens et les Russes. Il y a des problèmes concrets, réels. Ce n'est sûrement pas bon pour eux, vu les précédents historiques, d'avoir les États-Unis qui le voient comme terrain de bataille de leur propre domination mondiale. Alors, oui, ce n'est pas la solution. On peut effectivement s'inquiéter vu les flottes américaines qui arrivent en ce moment sur place, puisqu'il y a 3 porte-avions, en tout cas 2 pour le moment, qui sont en place en Méditerranée occidentale, et en particulier le plus gros porte-avions, le porte-avions de Gerald Ford, du nom du président, l'un des présidents des États-Unis, qui était président avant Jimmy Carter. Qui n'avait jamais été élu, puisque Non, oui, le... il est sorti Oui, du oui, chapeau. oui. Parce que, effectivement, c'était au moment de la démission de Nixon. La démission de Nixon, Gerald Ford. Bon. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est peu connu et moi, je souhaiterais l'évoquer. Le premier coup de boutoir contre l'hégémonie des États-Unis a été fait par un petit pays qui s'appelle Cuba. Et c'était alors qu'elle existait encore l'URSS et qu'elle allait s'effondrer. En 1988, en janvier 88, la bataille de Cuitocanaval, celui qui était la grande bataille qui a vu la victoire de la faction socialiste communiste d'Angola, soutenue par Cuba, contre l'Afrique du Sud, des éléments combattants de Rhodésie, des groupements paramilitaires d'extrême droite angolais et le soutien des États-Unis. Or, le président qui avait mis en place ce soutien américain à l'Afrique du Sud de l'apartheid était justement Gerald Ford. Et il était là en place quand a été lancée l'expédition de Cuba. Je le note parce que l'histoire est malheureusement réécrite chez nous et on ne le sait pas souvent. On a une figure qui est saluée par tout le monde, et à raison, celle de Nelson Mandela et son combat contre l'apartheid, euh, pour la justice, pour l'égalité, contre le racisme. Or, Nelson Mandela fera son premier discours international en juillet 1991 à La Havane, et pas ailleurs. Pas à l'ONU, pas en France. Il a choisi La Havane, et pour cette bonne raison que un petit pays des Caraïbes, rempli de noirs et de gens basanés, pas du tout occidental, qui quelques décennies avant était une sorte d'immense bordel de casino dirigé par la mafia des États-Unis, a fait quelque chose que personne n'a fait. Car il y a eu des combats pour l'indépendance nationale. Tu parlais de l'Algérie, il y en a eu d'autres, mais personne n'a fait ce qu'ils ont fait. Ils ont fait une opération militaire transatlantique, une expédition, comme font les Occidentaux, et que personne d'autre ne faisait, une expédition pour aller en Afrique, pour soutenir des groupes combattants en lutte entre autres, contre l'Afrique du Sud. Et Nelson Mandela l'a rappelé, c'est ce qui lui a permis sa libération. Et Nelson Mandela est intéressant encore ici, et on peut peut-être le prendre comme exemple pour ce qui se passe entre Palestiniens et Israéliens, c'est que si on sort ce conflit du plus vaste conflit d'affrontement des blocs, parce que le petit Israël, le petit Palestine va être écrabouillé dans la confrontation des blocs, vu la taille et le nombre et de Palestiniens et d'Israéliens. On peut trouver dans ce qui a été fait avec le processus de paix et de réconciliation mené par Mandela et Monseigneur Desmond Tutu, à réussir pas parfaitement, beaucoup de problèmes dans la société sud-africaine, mais quand même à éviter une guerre civile totale, sanguinaire, qui aurait été une abomination, par un processus politique. Et personne n'y croyait. Mais pour ceux qui connaissent, comme c'est ton cas, ce combat
contre l'apartheid, en particulier menée par l'ANC, qui fut aussi une organisation terroriste, parce que maintenant tout est repeint en Gandhi, tout sympathique, qui marchait gentiment pour aller pouvoir faire s'asseoir là où s'asseyaient les Blancs. Bon, c'était une lutte très très dure, y compris avec des actions terroristes. Tu sais très bien que ça aurait pu très très mal tourner en un conflit entre descendants des Boers et les Noirs d'Afrique du Sud, et ils ont réussi l'exploit de ne pas le faire, malgré toutes les horreurs qu'il y a eu sous l'apartheid. Je pense qu'en fait, il y a des exemples sur lesquels on peut se baser euh, pour, euh, pour trouver des solutions. Une remarque sur ce que tu as dit par rapport aux pieds noirs. Il me semble que les pieds noirs, au plus fort de leur présence en Algérie, et même s'ils étaient, pour certains, nés depuis plusieurs générations en Algérie, étaient au maximum 10% de la population. Ce qui n'est pas le cas entre Palestiniens et Israéliens, puisque en gros, c'est 50-50. Et que les Français, disons, qui vivaient, les Français d'Algérie, avaient une patrie de l'autre côté de la Méditerranée où aller. Qu'on trouve légitime ou pas, bon, tu as compris que c'était pas mon cas, je trouve légitime la présence des Israéliens en Israël, et ils ont nulle part où aller. La France et même s'il y a beaucoup de Juifs en France ou aux États-Unis, c'est pas spontanément leur patrie. Et puis les événements historiques leur ont montré qu'ils pouvaient être chassés d'ici ou de là de manière dramatique. Donc bon, je vois pas très bien où est-ce qu'ils iraient. Par contre, il y a un autre protagoniste qui doit être pris en compte impérativement dans la résolution du conflit, c'est la Jordanie, qui est le pays où il y a le plus de Palestiniens. On a tendance à l'oublier, la Jordanie, c'est 11 millions d'habitants, au moins 8 millions et demi de Palestiniens. D'ailleurs, un des projets en 1967 était de pousser tous les Palestiniens au-delà du Jourdain. Il n'a pas été fait, que visiblement, on est en train de prendre en main d'une manière complètement folle Netanyahou, puisque maintenant, ce qui était possible éventuellement en 1967 n'a aucun sens, absolument aucun sens, c'est totalement infaisable aujourd'hui. Bonjour, petite apparition surprise en fin de vidéo. J'ai eu un souci au moment du montage. Il manque 7-8 minutes à la fin et notre conclusion, malgré tous mes efforts, je n'ai pas réussi à le récupérer. Donc voilà, ça finit un peu en queue de poisson, mais l'essentiel de toute façon était dit. Voilà, merci de votre attention.